Merci Madame la Ministre de votre compréhension, puisque nous avons eu un léger décalage dans le temps, dans l'organisation et le déroulé de nos travaux. Et donc, puisque les autres ne sont pas là pour l'entendre, je vous le disais tout à l'heure en plaisantant, nous avons gardé la meilleure audition pour la fin, puisque c'est la dernière audition de notre commission d'enquête pour aujourd'hui. C'est la dernière définitive. Voilà. Ensuite, nous allons demain nous immerger sur le terrain. Donc, cette dernière audition de notre commission d'enquête est celle de Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Je rappelle que cette audition est ouverte au public et à la presse et qu'elle fait l'objet d'une captation audiovisuelle qui sera diffusée sur le site du Sénat. Madame la ministre, l'impact de la pollution de l'air sur la santé n'est plus à démontrer et le projet de loi de modernisation de notre système de santé comporte d'ailleurs des mesures relatives à ce sujet. Il nous a donc semblé à la fois important et, je dirais, naturel de vous entendre. Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, je vais maintenant vous demander de bien vouloir prêter serment en rappelant, mais vous le savez, qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 de notre code pénal. Madame Marisol Touraine, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup, Madame la Ministre. À la suite de votre exposé introductif, notre collègue, Madame la rapporteure Leïla Aïchi, vous posera un certain nombre de questions, puis, entouré des membres de la commission d'enquête qui sont encore présents ou qui pourraient nous rejoindre, je vous propose que nous ayons un échange qui pourrait, si vous en êtes d'accord, nous conduire jusqu'à 20 heures au maximum. Et je vous propose de vous donner dès maintenant la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la sénatrice, Messieurs. La pollution de l'air est désormais bien identifiée comme un enjeu majeur de santé publique. Ses conséquences sanitaires sont mesurables et d'ailleurs mesurées. Cette pollution est à l'origine d'une augmentation préoccupante des affections respiratoires et cardiovasculaires. Les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de pathologies chroniques sont particulièrement vulnérables. Mais la pollution concerne également l'intérieur des bâtiments. Et on a trop souvent tendance à l'oublier. Nous passons près de 80% de notre temps dans des lieux clos. L'Organisation mondiale de la santé rappelle que plus de la moitié des décès liés à la pollution sont dus à la pollution intérieure. Nous avons donc fait le choix de nous engager en matière de prévention pour ce qui est de l'air intérieur. Et j'aurai l'occasion d'évoquer notamment la prévention pour ce qui est du radon, mais j'y viendrai dans un instant. La pollution de l'air représente un triple coût pour notre société, un coût sanitaire, un coût social et un coût économique. Les études scientifiques sont unanimes et l'Organisation mondiale de la santé le rappelle régulièrement. La pollution de l'air est le principal risque environnemental pour la santé dans le monde. Plus de 80% des Européens seraient exposés à des niveaux de particules supérieurs à ceux préconisés pour la qualité de l'air émis par l'Organisation mondiale de la santé. Pour toutes celles et ceux qui sont quotidiennement exposés, les risques sont réels. La pollution est responsable de pathologies respiratoires telles que l'asthme, la bronchite, la pneumopathie, mais aussi d'effets cardiovasculaires comme les accidents vasculaires cérébraux et les cardiopathies. D'autres effets inquiétants ont été plus récemment mis en évidence. Je pense aux effets indésirables sur la grossesse, sur le développement neurologique et la fonction cognitive, ou encore sur certaines pathologies chroniques comme le diabète. Le coût social de la pollution est préoccupant, puisque les populations qui en sont victimes sont d'abord, pas exclusivement, mais d'abord, celles qui vivent dans des situations de précarité. Les disparités en termes d'exposition des populations sont constatables. La pollution de l'air
est plus forte près des grands axes routiers et dans des secteurs particulièrement exposés, notamment à des facteurs industriels. Or, nous savons que les logements qui sont situés dans ces zones sont principalement des logements moins coûteux, ce qui veut dire que les inégalités environnementales viennent aussi renforcer les inégalités sociales. Enfin, au-delà du coût sanitaire, le coût économique et financier de la pollution est considérable. Ses conséquences indirectes sont sans doute les plus difficiles à estimer et elles varient selon les critères et les chiffrages retenus. Mais plusieurs études sérieuses ont d'ores et déjà permis de l'identifier en pointant notamment le coût des journées d'activité restreintes qui lui sont liées. Nous devons donc protéger la santé de nos concitoyens face à la pollution de l'air et pour cela, le gouvernement porte une action qui s'appuie sur différents leviers. J'ai, en ce qui me concerne, veillé à ce que la prise en compte des conséquences sanitaires de la pollution de l'air tienne une place renforcée dans la politique gouvernementale. J'ai ainsi augmenté le financement des programmes de terrain. Ces financements se chiffraient à 1 million d'euros en 2012, je les ai portés à 1 320 000 euros en 2015, dans le contexte de maîtrise des dépenses que nous connaissons. La réglementation de la qualité de l'air relève du Code de l'environnement et donc du ministère chargé de l'écologie. Mais ce gouvernement a su développer une très forte coopération interministérielle. Ainsi, le dispositif interministériel de gestion des pics de pollution a été complètement revu en 2014 pour tirer les enseignements des épisodes de pollution précédents. Ce dispositif autorise désormais les préfets à prendre des mesures permettant de réduire les émissions. Je l'ai complété par un plan d'action sanitaire impliquant les agences régionales de santé. Ce plan préconise les recommandations sanitaires à l'attention des personnes sensibles et du grand public et instaure une surveillance sanitaire lors du dépassement des seuils d'alerte. Je souhaite ainsi informer les populations sur les risques et détecter le plus tôt possible tout impact sanitaire éventuel d'un épisode de pollution atmosphérique. Par ailleurs, à l'issue du pic de pollution de cette année 2015, nous avons engagé avec le ministère de l'écologie, le ministère de l'Intérieur, une mission d'inspection sur la gestion des épisodes de pollution dont le rapport doit nous être rendu le 14 juillet prochain. En lien avec les ministères chargés de l'écologie, de l'agriculture, du travail et de la recherche, nous avons élaboré en novembre 2014 le 3e plan national en santé-environnement qui court sur la période 2015-2019. Ce plan définit des actions concrètes pour réduire les inégalités environnementales et territoriales de santé. Il contient de nouvelles initiatives en direction des populations exposées à plusieurs facteurs de risque. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, je porterai dans les prochains mois une initiative nouvelle pour un urbanisme favorable à la santé. Il s'agit d'encourager les initiatives pour dessiner une ville générant moins de pollution et encourageant les déplacements respectueux de la santé et de l'environnement. Avec le projet de loi de modernisation de notre système de santé auquel vous avez fait référence, Monsieur le Président, nous franchirons une nouvelle étape en matière de santé environnementale. Ce texte a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en avril dernier et sera examiné par votre Assemblée dans les prochaines semaines. Son chapitre 4 du titre 1 vise à mieux informer, mieux protéger nos concitoyens face aux risques sanitaires liés à l'environnement. L'article 10, en l'état actuel du texte, vient ainsi modifier le Code de l'environnement s'agissant de l'information faite au grand public. Concrètement, cette information ne se limitera plus aux seuls effets sur la santé de la pollution de l'air, mais sera élargie à l'ensemble des risques sanitaires. Les impacts de la pollution, s'agissant notamment du nombre d'hospitalisations et de décès, seront ainsi communiqués en toute transparence.
Le projet de loi permet par ailleurs de renforcer la lutte contre le radon, je l'évoquais, qui figure parmi les polluants de l'air intérieur les plus nocifs pour la santé. Ce gaz radioactif d'origine naturelle, reconnu cancérogène certain, et je veux rappeler qu'il est le second facteur de risque de cancer du poumon après le tabac, sera désormais intégré au dispositif existant dans le Code de l'environnement avec un niveau de référence défini. Enfin, le texte modernise la définition de notre politique de santé et comprendra une identification des risques s'appuyant sur le contexte d'exposome. C'est bien l'ensemble des expositions, y compris donc par inhalation, qui sera désormais prise en compte. C'est une avancée majeure qui était particulièrement attendue par les associations. Troisième levier d'action, l'international. Parce que nous savons bien que la pollution ne s'arrête pas aux frontières et que notre engagement doit s'inscrire dans une dynamique européenne et internationale. La 4e réunion de haut niveau du programme pan-européen sur les transports, la santé et l'environnement s'est tenue à Paris en 2014. À cette occasion, les 56 États membres ont adopté une déclaration de Paris qui fixe les objectifs à atteindre d'ici 2020 pour des transports terrestres plus respectueux de la santé et de l'environnement. J'ai également porté ce combat dans le cadre des travaux de l'Organisation mondiale de la santé. La dernière Assemblée mondiale de la santé a adopté le 26 mai dernier une résolution sur la pollution de l'air et la santé. C'est un message fort qui a été adressé. Par cette résolution que j'ai fortement soutenue et que la France a coparrainée, les États membres s'engagent à améliorer la surveillance de toutes les maladies liées à la pollution de l'air, à promouvoir des technologies et des combustibles propres et enfin à intégrer les problèmes de santé dans toutes les politiques nationales, régionales et locales relatives à la pollution de l'air. Agir pour protéger la santé face à la pollution de l'air est un engagement de long terme. Et le gouvernement a donc la volonté d'amplifier son action et d'ouvrir de nouveaux chantiers. Il nous faudra d'abord renforcer notre expertise sanitaire. Ce sera la mission de la nouvelle Agence nationale de santé publique dont la création est prévue par le projet de loi de modernisation de notre système de santé. Cet établissement d'excellence au service de la santé des Français verra le jour en 2016. Les travaux menés dans le cadre du programme de surveillance Air-Climat, coordonné par l'INVS, l'Institut national de veille sanitaire, seront poursuivis et amplifiés. Il s'agit de parvenir à quantifier les impacts de la pollution de l'air sur la santé et de mieux évaluer les impacts sanitaires des mesures prises pour améliorer la qualité de l'air. L'Observatoire de la qualité de l'air intérieur et l'ANSES poursuivront leurs travaux sur la connaissance des expositions de la population et les risques associés aux polluants de l'air intérieur dans la continuité des études conduites depuis plus de 10 ans. Ces travaux contribuent à construire une réglementation, notamment en matière d'étiquetage des produits de construction et d'ameublement. Je souhaite par ailleurs que nous modernisions l'information sur la pollution de l'air. L'information en direction du grand public d'abord. Les épisodes que nous avons connus au printemps 2014 et 2015 ont mis en évidence la nécessité de renforcer les mesures d'information concernant les risques liés à la pollution atmosphérique. L'information à destination des professionnels de santé ensuite. Ils sont directement sollicités par leurs patients dès lors que sévissent des épisodes de pollution. J'ai donc souhaité qu'un travail soit engagé avec eux pour élaborer de nouveaux outils adaptés. Les premiers éléments de communication seront disponibles à leur égard à la fin de l'année. La recherche française en matière de santé environnementale doit par ailleurs être renforcée. Le programme national de recherche environnement santé travail conduit par l'ANSES devra être l'occasion de mieux analyser les risques environnementaux
pour la santé humaine. Enfin, je souhaite que nous donnions la capacité collective de donner à la santé une place plus importante dans les décisions internationales en matière de climat. La fin de l'année 2015 en France sera bien sûr marquée par la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP 21. La santé devra tenir une place majeure dans cette mobilisation collective en faveur du climat. Je travaille donc actuellement à la préparation de ce rendez-vous. J'ai d'ores et déjà organisé à Paris, avec l'Organisation mondiale de la santé, les 13 et 19 juin dernier, un colloque international Climat, santé, inégalité, quelles solutions, dont l'objectif était d'établir des décisions et recommandations en termes de santé et d'environnement pour qu'elles soient portées au cœur de la COP 21. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la sénatrice, la recherche a considérablement fait progresser notre connaissance des impacts sanitaires de la pollution de l'air. L'engagement du gouvernement pour mieux prévenir et mieux accompagner est total et mobilise l'ensemble des départements ministériels. Le ministère de la Santé y prend bien évidemment complètement sa part. Je vous remercie et suis maintenant à votre disposition pour répondre aux questions que vous souhaiterez m'adresser. Nous vous remercions de même, Madame la Ministre, en tous les cas pour ces propos introductifs qui balaient largement le sujet. Mais sans plus tarder, et comme je vous l'avais annoncé, je vais passer la parole à notre collègue rapporteur, Madame Aïchi. Merci, Madame la Ministre, de votre exposé. Un propos liminaire. Donc, depuis 1983 et les premières études de l'OMS, nous avons la certitude et nous savons que la pollution de l'air et particulièrement le diesel sont responsables de 50 000 décès prématurés en France chaque année, de l'apparition et de l'aggravation de nombreuses maladies telles que des cancers du poumon ou encore de la vessie, des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, asthme, bronchite, développement déficient des poumons des enfants, de nombreuses allergies, de l'apparition d'irritations oculaires et d'inflammation des muqueuses, de facteurs d'accroissement de problèmes de fertilité, des risques de malformations congénitales et de mortalité infantile, de facteurs d'affaiblissement du système immunitaire, de facteurs d'augmentation des taux d'hospitalisation. Des études d'ailleurs extrêmement sérieuses démontrent aussi le lien entre la pollution d'air et les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Et très récemment, des études viennent de démontrer le lien qui existe entre la pollution de l'air et l'obésité. Madame la Ministre, nous avons, je crois, le même diagnostic au travers de plus de 1000 études dans le monde qui confirment ce qui vient d'être listé depuis à peu près une trentaine d'années. Madame la Ministre, je crois comprendre que la pollution d'air est un sujet qui vous préoccupe. Pour autant, quel a été, dans le cadre de vos activités, comment vous êtes-vous mobilisé, par exemple, pour l'interdiction du diesel, puisqu'on sait depuis 1983 que le diesel est cancérigène? Première question. Quelle a été également l'action concrètement du ministère de la Santé pour l'interdiction des pesticides et particulièrement du glyphosate? Le ministère a-t-il lancé des alertes pour prévenir des dangers de ce qui constitue cet impact sanitaire? Selon vous, le gouvernement aurait dû-il maintenir son interdiction des feux de cheminée en Île-de-France justement pour contrer les émissions, puisqu'ils sont très pourvoyeurs de PM10? Enfin, quelles sont les études épidémiologiques lancées par le ministère ces 5 dernières années? Si vous me permettez, pour rebondir sur des éléments que vous avez soulevés, vous précisez, je voulais rajouter une petite correction, il ne s'agit pas de 1000 études dans le monde, mais de 100 000 études dans le monde qui ont été faites pour justement évaluer l'impact sanitaire de la pollution de l'air. Vous dites à juste titre qu'il faut faire en sorte que le ministère mette en place tout un système pour mieux informer nos concitoyens face au risque sanitaire de la pollution de l'air, pour assurer plus de transparence. Alors je me permets de vous dire chiche, Madame la Ministre, quid de l'action de groupe, justement, pour pouvoir contrer un certain nombre de pollueurs, pour aller justement dans le sens d'une amélioration de la qualité de l'air que nous respirons tous. Je vous remercie, Madame la Ministre. Oui, Madame la rapporteure, sur la pollution de l'air, avant d'en venir aux questions
précise que vous avez posée. Je tiens à vous rappeler que lors de l'épisode de pollution de 2014, c'est en particulier sur la base des recommandations sanitaires que j'ai fait valoir que des mesures ont été prises pour la circulation alternée à l'occasion d'une journée, puisque nous avions constaté en 2014, beaucoup moins en 2015, pour des raisons que je n'identifie pas spécifiquement, mais nous avions identifié une augmentation significative de la fréquentation dans les services d'urgence pour des consultations manifestement liées à la pollution, en tout cas liées à des enjeux, des problèmes respiratoires ou des problèmes d'asthme, donc respiratoires. Pour ce qui est de la question du diesel, c'est un débat qui est ancien, c'est un débat difficile. Je ne répondrai que pour ce qui relève de mon département ministériel. J'ai eu l'occasion de dire que l'on ne pouvait pas ignorer la place qu'occupait le diesel dans la pollution atmosphérique. Et je l'ai fait de manière publique, y compris sur les ondes. Pour autant, peut-on considérer que du jour au lendemain, il sera possible de procéder à l'interruption ou l'interdiction du diesel, outre que cela ne relève pas de mes compétences? Je crois que cela n'est pas envisageable. Et donc, j'imagine que les ministres compétents vous ont indiqué les mesures qui sont envisagées pour faire en sorte de réduire les émanations de diesel. Excusez-moi de vous interrompre, Madame la Ministre. On sait depuis 1983 que le diesel est cancérigène. Ça fait plus de 32 ans. Il ne s'agit pas d'assurer une transition du jour au lendemain. Est-ce que justement on n'a pas été déficient pour justement anticiper le problème du diesel? C'est constamment la réponse qui nous est faite. Et je ne vous cache pas qu'à titre personnel, ça commence à être un petit peu agaçant. Simplement, il y a déjà 15 ans, on sait, puisqu'il y a des procédures qui ont été faites justement pour dénoncer le côté nocif du diesel. Nous avons auditionné un certain nombre de constructeurs automobiles qui nous ont expliqué que le renouvellement moyen d'une voiture, c'est 8,5 ans. Ça fait 15 ans. Donc déjà, en 15 ans, on aurait pu renouveler 2 fois la voiture. Est-ce qu'une bonne fois pour toutes, on va avoir des pouvoirs publics dynamiques qui vont, une bonne fois pour toutes, aller dans un sens, justement, peut-être de l'interdiction du diesel? Ça fait 32 ans que le discours, il ne s'agit pas de dire que c'est du jour au lendemain. 32 ans, on n'anticipe pas et on est toujours dans cette rhétorique qui consiste à dire qu'on ne peut pas assurer pour des raisons économiques. Il ne vous aura pas échappé, puisque c'est des études que vos collègues nous ont données. Il y a à peu près un coût, simplement pour la pollution de l'air intérieur, à 20 à 30 milliards d'euros. La pollution de l'air a un coût sanitaire, mais pas seulement un coût environnemental. Est-ce que justement, il n'est pas temps de profiter de cette contrainte environnementale pour penser à un saut de changement, peut-être de modèle économique, puisque de toute manière, l'impact sanitaire est avéré, il ne fait absolument l'objet d'aucune contestation. Et tout à l'heure, je vous ai précisé, donc il y a plus de 100 000 études dans le monde qui attestent de cet impact. Et on est toujours dans cette rhétorique, ce raisonnement qui consiste à dire qu'on ne va pas changer du jour au lendemain. Ça fait quand même, Madame la Ministre, 32 ans qu'on sait que le diesel est cancérigène. J'entends vos propos, Madame la rapporteure. Je vous répondrai ceci. Je suis ministre depuis 3 ans et non pas depuis 32 ans. La deuxième chose que je voudrais porter à votre attention, sans esprit de polémique, c'est qu'il y a moins de 32 ans, il y a environ quinzaine d'années, à la fin des années 90, et je crois savoir que des ministres écologistes étaient aux responsabilités, des actions ont été prises pour encourager l'achat de véhicules diesel au motif qu'ils étaient plus intéressants au regard du réchauffement climatique. Il ne m'appartient pas de porter de jugement rétroactif sur ces préconisations. Pour le reste, je ne peux que vous répéter ce que je vous ai dit. Je suis ministre en charge de la santé et comme ministre en charge de la santé, j'ai indiqué que le diesel avait évidemment un impact sur la santé et que nous devions en tenir compte. Madame Tocqueville.
Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez rappelé les chiffres et le coût financier, mais aussi le coût humain de la pollution atmosphérique, des coûts tangibles et des coûts intangibles. Nous avons, lors d'auditions précédentes, entendu donc des rapports sur les conséquences de la pollution due aux pesticides, en particulier pour les exploitants agricoles et pour les viticulteurs. Votre ministère a-t-il évalué l'impact de cette pollution via la MSA, par exemple? J'ai une deuxième question. Vous avez mentionné tout à l'heure le travail en collaboration que vous faites avec d'autres ministères. Je voudrais savoir si des actions sont menées entre votre ministère et le ministère de l'Éducation nationale afin de travailler en amont, d'engager des actions de prévention, mais aussi de modifier les comportements des enfants qui sont les futurs consommateurs et sous quelle forme. Enfin, je ferai allusion à un incident particulier qu'a connu, donc je suis sénatrice de Seine-Maritime, dans la région de Rouen, qui a connu donc cette région donc il y a 3-4 ans, un incident Lubrizol, l'incident chimique avec des rejets dans l'atmosphère. À cette époque, l'alerte avait été insuffisante et les conséquences sanitaires ne nous avaient pas été communiquées. Si un tel incident se reproduisait aujourd'hui, pouvez-vous nous garantir que les conséquences sur la santé seraient communiquées? Je vous remercie. Pour ce qui est des études, toute une série d'études sont engagées soit directement par la Direction générale de la santé, soit à la demande de la Direction générale de la santé et d'autres ministères le plus souvent, par l'ANSES, sur les sujets que vous avez évoqués. Nous avons, et l'INVS, ou par l'INVS, et nous avons ainsi un réseau de surveillance. Nous avons mené ou fait mener des études sur les pesticides, dont j'ai eu l'occasion d'ailleurs de rendre compte dans le cadre d'une mission parlementaire qui a été réalisée, si ma mémoire est bonne, en 2012, fin de l'année 2012, par le Sénat, par des sénateurs. Des études ont été menées sur les perturbateurs endocriniens, qui d'ailleurs se poursuivent, qui ont d'ores et déjà donné lieu à des décisions, en particulier dans le cadre de textes de loi qui sont adoptés pour l'interdiction de certains perturbateurs endocriniens, et ces études se poursuivent. Et la France, d'ailleurs, est un des pays qui est, à l'avant-garde, entre guillemets, en tout cas, qui a le leadership pour les études au niveau européen en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens. Pour ce qui est des pesticides, dont je vous ai dit que des études ont été menées, que des études se poursuivent, qui amènent incontestablement à des signaux d'alerte qui sont adressés aux populations qui sont directement au contact de ces herbicides, en particulier les agriculteurs bien entendu, mais aussi les particuliers qui souvent utilisent de manière excessive et inconsidérée des herbicides. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer il n'y a pas si longtemps en disant que, au fond, pour un particulier, avoir quelques herbes qui poussent entre des dalles ou dans un jardin de façon un peu, disons, folle, comme on dit, des herbes folles, ça n'était pas forcément désagréable et qu'on pouvait parfaitement l'accepter et le tolérer, qu'il valait mieux cela que des expositions aux herbicides. Pour ce qui est de la question que vous posez sur l'accident qui s'est produit en Seine-Maritime, en tout cas, la volonté qui est la mienne est de faire en sorte que la transparence soit absolue. La transparence est pour moi une ligne de conduite que j'ai adoptée dans tous les domaines sanitaires, qu'il s'agisse, et pas simplement pour ce qui est des risques environnementaux. Donc il me semble que pour ce qui est de l'impact environnemental sur la santé, nous devons adopter les mêmes règles et il y a un retard.
mais nous devons adopter les mêmes règles que celles que nous mettons en place pour d'autres facteurs de risque sanitaire. Je pense à des facteurs de risque de nature extrêmement diverses qui, jusqu'à récemment, faisaient l'objet de communication peu transparente et dont j'ai souhaité pour ma part la transparence, qu'il s'agisse de l'utilisation de certains médicaments, de certains produits, de certains dispositifs médicaux ou de l'apparition de germes dans des environnements fermés. Je pense par exemple à des hôpitaux dans lesquels nous avons eu à gérer des incidents ou des accidents sanitaires qui ont été totalement rendus publics. Madame la ministre, l'impact direct de la pollution de l'air sur les dépenses, notamment de la Caisse nationale d'assurance maladie, des travailleurs salariés, mais également sur la branche accident de travail et maladie professionnelle, du régime général, je ne parle pour l'instant que du régime général, se situe, selon les estimations, entre 2 à 3 milliards d'euros par an. Parallèlement aux actions de prévention, ne pensez-vous pas qu'il serait conforme notamment au principe souvent avancé pollueur-payeur de recouvrer tout ou partie de ces sommes auprès de ceux, on va dire, qui émettent des polluants dans l'air? Par ailleurs, Madame la Ministre, j'évoque les régimes obligatoires de sécurité sociale, ou en tous les cas, et également, je crois, les régimes, il faut associer les régimes complémentaires. Pensez-vous qu'ils puissent être mis à contribution, en tous les cas, de par leur légitimité, pour participer aux côtés des régimes obligatoires, les régimes complémentaires, à l'identification des pathologies liées au phénomène de pollution de l'air? Si oui, de quelle manière, je dirais, un suivi, en tous les cas, les études pourraient-elles être conduites pour avoir une meilleure connaissance, une meilleure appréciation, et pour tout dire, pour éviter que les organismes, les régimes obligatoires comme les régimes complémentaires, ne soient, dans ce domaine d'ailleurs comme dans d'autres, que trop de payeurs aveugles? La question que vous posez, Monsieur le Président, est une question difficile, parce qu'elle renvoie... C'est pour ça qu'on la pose. Oui, mais je vais aussi vous répondre. Quand je dis difficile, je ne veux pas dire qu'elle est difficile, que la réponse est nécessairement difficile. Non. Mais moi, je veux vous dire que certaines des réponses qui pourraient être apportées seraient en contradiction complète avec les principes de la sécurité sociale. Nous avons un système de sécurité sociale qui, si je peux répondre, Madame la rapporteure, je vous dis ce qu'est ma position. Je comprends que vous soyez en désaccord avec moi, mais avant même que je me sois exprimée, ça me paraît peut-être un peu osé. Donc, si vous permettez que j'apporte ma réponse, la sécurité sociale en France repose sur le fait d'une prise en charge qui ne prend pas compte ou ne tient pas compte des causes des pathologies qui sont soignées. Et donc, nous avons des études qui doivent permettre de comprendre l'évolution des pathologies en France. Nous avons des programmes de prévention qui sont destinés à modifier les comportements individuels ou collectifs pour faire en sorte que ces comportements soient plus favorables à la santé. Par exemple, nous encourageons nos concitoyens à ne pas fumer, mais nous prenons en charge intégralement un cancer du poumon d'un de nos concitoyens. Donc nous ne disons pas que ce concitoyen, parce qu'il a fumé, est responsable de sa maladie et donc nous ne le prendrions pas en compte. Donc nous n'identifions pas dans la prise en charge des pathologies le facteur déclenchant de la pathologie, ce qui n'exclut pas que nous soyons amenés, pour comprendre les maladies que nous soignons, à mener toute une série d'études. Et donc, je suis extrêmement attentive à maintenir une ligne rouge extrêmement identifiée entre ce qui relève de la connaissance pour favoriser la prévention, de la connaissance pour améliorer les comportements individuels ou collectifs, mais en aucun cas
je ne laisserai utiliser ces éléments de connaissance pour modifier les mécanismes de prise en charge, soit par l'assurance maladie, soit par les organismes complémentaires. Pardon, Madame la Ministre, de vous interrompre, mais dans ma question, soit je l'ai mal formulée, soit elle a été mal comprise, mais à aucun moment, je n'ai évoqué cette question de la prise en charge. J'ai évoqué la question, quelque part, de la perception, de la découverte, et notamment des phénomènes d'épidémie. Vous avez évoqué tout à l'heure un élément qui va d'ailleurs complètement dans le sens, c'est le phénomène de pollution en 2014. Vous avez constaté un phénomène soudain d'accroissement sensible de consultation, et donc vous avez pris des mesures. Bien, écoutez, je pense en tous les cas qu'il est de bonne, comment dirais-je, simplement de bon sens que de profiter de ces phénomènes et ensuite de regarder de quelle manière, un, on peut mieux répondre à la demande, et deux, puisqu'il y a un lien, une corrélation avec certains phénomènes de pollution, de quelle manière l'ensemble des acteurs, par des études qui peuvent être des études épidémiologiques, mais également... J'y venais. Voilà. Donc, mais je ne mets pas en doute, Monsieur le Président, le fait que vous, à titre personnel, ou même au titre de la commission d'enquête, ne souhaitiez pas remettre en cause ces mécanismes de prise en charge. Je ne dis pas, je ne vous l'impute pas, mais je suis obligée de constater que des expressions qui vont dans ce sens dans notre société se sont fait jour. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'attire votre attention sur le fait qu'une dérive est toujours possible. Il y a d'ailleurs des pays dans lesquels ces analyses-là se font et où on demande aux patients d'avoir des engagements, et ce sont des organismes privés, d'assurance privée, de prise en charge, qui conditionnent la prise en charge de leurs patients au respect d'un certain type de comportement. Madame la ministre, j'entends bien, mais... Et donc, ce que je dis, c'est que nous devons être toujours attentifs et que, pour autant, la connaissance doit se faire. Dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé, l'article 47 prévoit la mise à disposition des données issues de la sécurité sociale et des données épidémiologiques. C'est ce qu'on appelle l'article sur l'open data. Ces données sont aujourd'hui exclusivement réservées à la sécurité sociale puisqu'elles ne sont pas ouvertes. Elles seront, dès lors que la loi sera votée, que les dispositifs de mise en œuvre seront adoptés, c'est-à-dire assez rapidement, elles pourront être dans un certain nombre, avec des règles définies, mise à disposition d'acteurs publics ou privés à destination de la recherche. Et donc, des études pourront être menées pour notamment avoir des éléments plus précis sur des relations de cause à effet entre certaines situations environnementales, puisque c'est le sujet dont nous parlons, mais pas exclusivement, et certaines pathologies, faire des liens entre certains types de traitements et certaines pathologies. Et donc, nous faisons en sorte que les données soient mises à disposition pour favoriser ces programmes de recherche. Par ailleurs, l'INVS et l'ANSES, mais l'INVS surtout, a mené à travers son réseau de veille sanitaire toute une série d'études de surveillance de l'impact sanitaire de la pollution de l'air. Ces études sont connues, elles sont mises à disposition. C'est par exemple le programme Clean Air Force Europe de l'Union européenne ou d'autres programmes. Et ces programmes doivent nous permettre, encore une fois, d'alerter, de faire connaître à la population les risques et de peser autant que faire se peut sur les comportements, encore une fois, individuels et collectifs. Mais je faillirais à ma responsabilité, en tout cas telle que je la conçois, de ministre de la Santé et des Affaires sociales, si je n'alertais pas sur les risques de dérive dès lors que l'on mettrait en avant d'autres mécanismes de prise en charge. Encore une fois, je ne vous fais pas le procès d'avoir cette démarche-là, mais je suis obligée de constater que certains mettent en avant ces perspectives. D'accord. Je veux vous redire, je dirais avec une douce fermeté, qu'à aucun moment, aucun membre de cette commission n'a évoqué cette possibilité, simplement. Je veux également vous dire que, au long, je dirais, des dernières années, les gouvernants successifs, et notamment lorsque a été établi le principe des contrats responsables,
des efforts significatifs sont faits pour la prévention. Et pour être bon sur la prévention, il faut aussi bien maîtriser, je dirais, le moment des épisodes de forte augmentation de certaines pathologies. Donc je crois, pour ma part, à la conjugaison des efforts des organismes, des régimes obligatoires et des régimes complémentaires. Parce qu'ils répondent l'un et l'autre, dans l'esprit de la sécurité sociale de 1946, à la même préoccupation. Ils n'y répondent pas de la même manière dans le traitement, notamment comptable, mais c'est exactement la même logique. Donc je ne fais pas de procès et je ferme la parenthèse sur ce sujet. Par contre, Madame la Ministre, je ne vous ai pas entendu me répondre sur les actions de prévention et le principe éventuel pollueur-payeur. Ce sont des principes, c'est oui, c'est non, c'est peut-être, le chantier est ouvert, voilà, merci. Le principe pollueur-payeur supposerait que l'on soit à même d'identifier individuellement les émetteurs de pollution, ce qui ne va pas de soi. Il est par ailleurs difficile d'identifier les responsables de la pollution intérieure dans les dommages. C'est-à-dire, si on prend une personne porteuse de pathologie, il ne sera pas forcément facile de faire la différence entre les facteurs extérieurs et les facteurs de pollution intérieure qui sont tout à fait importants. Pour autant, j'ai moi-même saisi le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale en lui demandant de réfléchir à des facteurs complémentaires de financement de notre protection sociale, en indiquant que non pas des mécanismes type pollueur-payeur, mais de taxation environnementale pourraient être examinés comme apportant un financement complémentaire et non pas substitutif aux cotisations sociales, mais complémentaire. Faire gronder par les ministres en charge du budget. Non, mais je dis, ça peut être examiné. L'impact sur le financement de la protection sociale, stricto sensu, n'apparaît pas suffisamment stable pour être identifié comme une mesure pérenne de financement, puisque, par définition, l'objectif est que les causes, à ce moment-là, disparaissent. C'est ce que nous voyons. Et d'ailleurs, un rapport de votre Assemblée sur les taxations comportementales a émis des réserves sur l'utilisation de ces mécanismes. Mais ce sont des éléments qui peuvent, dans le cadre de l'évolution du financement de la protection sociale, faire l'objet de discussions, de débats, de propositions, tout en ayant conscience, en tout cas selon moi, que cela ne peut représenter, si l'on se place du point de vue financier, qu'un apport marginal par rapport aux recettes de la sécurité sociale. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, pour revenir à la période dont vous avez parlé tout à l'heure, je la connais très bien, puisque justement j'étais une des avocates qui avait attaqué l'État pour des problèmes de pollution d'air il y a à peu près plus de 15 ans. Et quand on avait déjà demandé l'interdiction du diesel, on nous prenait pour des fous furieux. Vous n'avez pas répondu à ma question sur vos actions éventuelles contre le glyphosate, puisqu'on sait qu'il est cancérigène. Il en est de même de l'interdiction, justement, enfin le refus, justement, l'autorisation, si je puis dire, des feux de cheminée qui sont très émetteurs de PM10, notamment en Île-de-France. Et quid, et en lien avec l'introduction de mon propos, quid de l'action de groupe qui pourrait justement, précisément, en lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir de faire en sorte que nos concitoyens puissent faire face à un risque sanitaire, une information transparente. C'est une procédure juridique qui existe d'ailleurs outre-Atlantique, qui fonctionne assez bien. Et à titre d'exemple, et pour illustrer plus précisément mon propos, il y a plus de 15 ans, par exemple, si l'action de groupe avait existé, ça aurait peut-être été un moyen plus efficace pour justement lutter contre la pollution de l'air. Que faites-vous, Madame la Ministre, justement, pour pouvoir porter, je me permets également d'insister sur cette question, puisque lorsque l'action de groupe avait été envisagée par le ministre Benoît Hamon, on m'avait garanti que le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement s'empareraient du sujet pour justement avoir cette procédure juridique qui entre dans notre système juridique. Je vous remercie, Madame la Ministre. Pour ce qui est du ministère de la Santé, l'action de groupe est introduite dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé, Madame la rapporteure.
Et donc, je suis pleinement convaincue de l'utilité de ces procédures. Et il a été décidé au niveau gouvernemental qu'il n'y aurait pas un mécanisme d'action de groupe, ce qui peut se discuter, mais c'est la décision qui a été prise, mais qu'il y aurait un dispositif dans le cadre de la loi consommation, et ensuite que les ministres concernés, celui de l'environnement, celle de l'environnement, celui ou celle de la santé, agiraient chacun de son côté. Pour ce qui me concerne, j'ai engagé l'action de groupe, donc, et je l'ai fait voter à l'Assemblée nationale en première lecture, et je souhaite que le Sénat suive le vote de la première lecture pour ce qui est de l'action de groupe en santé. Par ailleurs, vous m'avez interrogé sur le glyphosate. Je vous ai indiqué sans doute de manière assez insuffisamment précise que j'avais saisi l'ANSES à la suite de la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé, enfin du cirque de l'Organisation mondiale de la santé sur le glyphosate, d'une évaluation de l'impact sanitaire que nous avions ou des conséquences que nous avions à tirer des analyses qui avaient été faites de l'impact sanitaire. C'est ce que je vous ai indiqué en vous disant, pour ma part, que la plus grande prudence doit être de mise sur ce sujet, en particulier, notamment pour les particuliers qui ont une tendance à utiliser ces produits alors même qu'ils n'en ont pas l'usage et qui l'utilisent de manière souvent, par ailleurs, inappropriée, excessive, mal protégée. Mais donc, il y a eu une saisine de l'ANSES à la suite de la dernière étude de l'OMS. Excusez-moi, Madame la Ministre. Et de la Commission européenne. Vous savez quand l'ANSES se rendra ses travaux sur ce sujet, si on pouvait éventuellement nous l'intégrer dans le cadre de notre rapport? Je ne suis pas en mesure de répondre précisément à cette question. Je peux vous faire porter une réponse par écrit. Merci. Madame la Ministre, on a bien entendu la préoccupation et l'intérêt, je dirais, que vous portez aux questions relatives à l'impact sanitaire de la pollution de l'air, que ce soit la pollution extérieure, la pollution dite atmosphérique, ou la pollution de l'air intérieur. Entendez-vous, je dirais, avec votre ministère et peut-être en lien d'ailleurs avec d'autres, je dirais, conduire des réflexions et surtout peut-être mener des études pour mieux appréhender le coût, en tous les cas, le mesurer et surtout mieux l'appréhender, le coût financier de ces impacts? Première question. Et deuxième question, puisqu'on est peut-être plus sur ces sujets dans de l'interministériel, un appel à projet a été lancé il y a peu de temps entre le ministère de l'Écologie et le ministère de l'Agriculture sur la question de la qualité de l'air. Votre ministère ne semble pas y être associé ou y participer. Y a-t-il une raison particulière? Des études pour approfondir l'impact sanitaire de la pollution de l'air et mesurer le coût. L'INVS, depuis sa création en 1997, a participé à de grands programmes européens de surveillance des impacts sanitaires de la pollution de l'air. Ces travaux vont être poursuivis dans le cadre de la future agence, dont vous savez qu'elle va absorber l'Institut national de veille sanitaire, ainsi que les travaux qui permettent d'estimer l'impact sanitaire économique de la pollution de l'air, pour orienter, encore une fois, des actions d'amélioration de la qualité de l'air. C'est à la fin de l'année 2015 que l'INVS publiera une nouvelle évaluation de cet impact de la pollution atmosphérique pour l'ensemble de la France métropolitaine. Par ailleurs, en complément de ces travaux,
L'agence, l'ANSES, poursuivra ses travaux d'amélioration de nos connaissances sur les risques sanitaires liés aux polluants. Et c'est ce que je vous indiquais il y a un instant. Donc à la fin de l'année, nous devrions disposer d'une nouvelle évaluation de cet impact. Et à partir de là, nous pourrons prendre des décisions, orienter nos actions ou tout simplement porter à la connaissance du public, ce qui est un élément important, le coût que représente... même si nous devons accepter, je le dis très simplement, accepter de raisonner par grande masse et approximation, parce qu'il est très difficile, et vous le savez, d'évaluer précisément ce qui relèverait exclusivement de la pollution, puisque nous devons faire la distinction entre ce qui est l'impact direct sanitaire et ce qui est en quoi la pollution est un facteur aggravant d'autres pathologies, donc ce n'est pas toujours facile de faire la différence. Pour ce qui est de l'appel à projet qui a été lancé par le ministère de l'Écologie et de l'Agriculture, le ministère de la Santé est associé à l'élaboration et à la mise en œuvre des dispositifs. Donc j'ai ma réponse. On participe au comité de pilotage, voilà. Nous sommes partie prenante. Voilà. Pardon, Madame la rapporteure, oui, bien sûr. Madame la ministre, quel est le statut envisagé pour le réseau de surveillance des pollens et quels seront les moyens mis à sa disposition? Et comment le gouvernement envisage-t-il de prendre en compte les problèmes d'inégalité sociale liés justement aux problèmes environnementaux? Je vous remercie. L'enjeu du point de vue du ministère de la Santé, c'est de faire en sorte que nous puissions informer les personnes allergiques et que nous puissions les amener à adapter leur traitement, leur comportement, le cas échéant, et évidemment réduire les risques sanitaires. Quel est l'objectif pour moi? C'est de faire en sorte que la pollution biologique de l'air soit traitée dans les mêmes conditions qu'est aujourd'hui traitée la pollution chimique, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit les mêmes dispositions législatives et le même type d'alerte qui soit appliquée à la pollution biologique de l'air. De ce point de vue-là, nous avons dans l'article 10 du projet de loi de modernisation du système de santé un renforcement des dispositions législatives et réglementaires, puisque des décrets sont annoncés, existantes en matière de surveillance des pollens. Cet article prévoit qu'un arrêté, qui sera un arrêté conjoint ministère de la Santé, ministre de l'Écologie, désignera des organismes qui seront chargés de la surveillance des polluants biologiques de l'air extérieur. Et ces dispositions nous permettront de renforcer à la fois le réseau de surveillance des pollens et les moyens qui lui sont aujourd'hui alloués. Donc cela interviendra dès que la loi sera votée, là encore, début 2016. Madame la ministre, si vous me permettez une petite remarque, justement précisément en lien avec le sujet des pollens et le rôle qui est le vôtre et l'influence que vous avez au sein du gouvernement, puisqu'il s'agit d'une question de santé. Lors des auditions que nous avons eues, justement, on fait peut-être une approche peut-être plus simple, à savoir de réfléchir sur les plantations des arbres que nous avons, puisqu'on a eu la bonne idée en France de planter des arbres qui étaient très allergènes, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt un sujet à travailler là-dessus, c'est-à-dire sur anticiper plutôt que de soigner, de faire en sorte qu'on arrête justement de planter? Et un titre d'exemple, c'est un exemple qui m'est resté en tête de la personne que nous avons auditionnée, qui expliquait que les enfants d'aujourd'hui, dans les poussettes, avaient d'un côté les pollutions des gaz d'échappement des véhicules et d'un autre côté les arbres avec extrêmement allergènes. Est-ce que justement, pour éviter que nos concitoyens prennent des médicaments, se retrouvent à devoir se soigner, est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir? Alors, évidemment, il ne s'agit pas de couper tous les arbres maintenant, mais de réfléchir pour anticiper, pour prévenir pour l'avenir, justement, pour faire en sorte que nous ayons des plantations qui soient en cohérence et d'arrêter de planter que des arbres allergènes. Je vous remercie, Madame la Ministre. Alors, nous avons engagé plusieurs actions en ce sens-là, même si sans doute elles ne vont pas jusqu'au
point ou d'une interdiction, par exemple, de plantation de certaines herbes ou arbres. Mais nous envisageons de proposer que tout acheteur potentiel de certaines plantes ou arbres à fort, disons, à pollen très allergisant, alors il y a des plantes, mais il y a aussi des arbres, hein, des bouleaux, des cyprès, des oliviers, des noisetiers, ce qui est bon. Bon, voilà. Nous proposons donc d'informer préalablement à l'achat des risques liés pour la santé liés à ces végétaux pour qu'il y ait une information du public. Par ailleurs, vous le savez, il y a une proposition de loi actuellement, dite proposition de loi Ambroisie, qui est en cours d'examen et qui donc part de l'Assemblée nationale, arrivera au Sénat et qui a pour objectif précisément d'essayer de fixer un cadre pour l'ambroisie, mais au-delà de l'ambroisie, pour des plantes à fort potentiel allergisant. Si vous me permettez, quels sont les objectifs du gouvernement justement pour faire face aux inégalités sociales compte tenu des problèmes environnementaux ? La question des inégalités sociales, elle se traite de manière globale par de l'information renforcée. C'est-à-dire que la question des inégalités de santé, des inégalités sociales, mais des inégalités en santé, c'est la colonne vertébrale du projet de loi de modernisation de notre système de santé. Donc il y a les inégalités sociales, les inégalités sanitaires sont renforcées, car on sait que les inégalités sont cumulatives. Bon. Et donc le point de départ du projet de loi de modernisation de notre système de santé, c'est de faire de la prévention un socle mieux identifié de notre politique de santé, alors que contrairement à ce qu'on imagine, tout le monde parle de prévention, tout le monde a le mot prévention à la bouche, mais la prévention dans notre pays, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, mais pas exclusivement, n'est pas un élément structurant des politiques de santé. Eh bien moi, j'ai la volonté de faire de la prévention avec l'ensemble des éléments qui y sont liés, c'est-à-dire l'identification des risques, l'information des citoyens et ensuite des patients, l'identification de l'impact différencié sur l'espérance de vie, de faire une priorité. À partir de là, nous avons déjà mis en place des actions qui seront renforcées. Les inégalités de santé, par exemple, elles sont au cœur du 3e plan national santé-environnement. Qui a précisément l'objectif d'avoir une information mieux ciblée, d'avoir une cartographie très fine de la qualité de l'air dans les zones les plus polluées et de mettre à disposition du public l'ensemble des informations. Ensuite, pour réduire les inégalités liées à l'environnement, le premier facteur, c'est évidemment de réduire les pollutions, et le plan national en santé et environnement comporte diverses mesures destinées à réduire les émissions polluantes dans l'environnement, et elles seront, ces mesures, complétées prochainement par celles du futur plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques qui est porté par le ministère en charge de l'écologie et qui, à ma connaissance, doit être publié en juin 2016. Par ailleurs, nous avons la volonté, pour réduire les inégalités liées à l'environnement, d'apporter des aides aux personnes qui sont en situation sociale difficile et qui subissent ces pollutions. Et diverses aides sont apportées par le gouvernement dans ce cadre, notamment pour favoriser l'aménagement ou la rénovation de l'habitat, les aides à l'isolation du logement, par exemple. Voilà, merci Madame la Ministre, en tous les cas, de votre disponibilité, du temps que vous avez consacré aux réponses. Et peut-être pour conclure, finalement, on revient toujours à la meilleure connaissance, au bon travail sur les données et aux travaux dont je continue de penser qu'ils doivent associer tous les acteurs sur la mise en œuvre de mesures de prévention. Voilà, et je veux donc chasser une dernière fois, en tous les cas, le moindre petit soupçon de nuage qui aurait pu transpirer ou en tous les cas
être imaginé dans votre tête sur les questions que nous avons évoquées et abordées à ce sujet. En tous les cas, je vous remercie. Je l'ai dit, vous êtes la dernière à être auditionnée dans le cadre, non pas uniquement parce que la dernière en tant que ministre, vous êtes la dernière personne que nous auditionnons. Et maintenant, les équipes sont au travail et on va faire tout ça d'arrache-pied, puisque je crois qu'on va avoir une concordance des temps avec un certain nombre de mesures, y compris qui sont pour partie peut-être inscrites dans votre projet de loi. En tous les cas, un grand merci, une bonne soirée, un bon appétit à tout le monde. Merci, Monsieur le Président.